Bonjour à toutes et à tous. Le leadership au féminin, c'est tout de suite dans Businesswoman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Businesswoman dédiée aujourd'hui au leadership au féminin. Est-il inné? Est-il insuffisamment valorisé, comme le prétendent certaines féministes? D'ailleurs, qu'est-ce que le leadership? Bien, pour répondre à ces questions, avec moi deux intervenantes. Avec pour commencer à ma droite, Jenny Chamas, vous êtes spécialisée en coaching de dirigeantes et vous êtes entre autres aussi la fondatrice d'un podcast Femmes ambitieuses, le podcast dédié au leadership au féminin. Tout à fait. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Face à vous, Sophie Valécon, vous êtes business coach et vous avez notamment été formée aux États-Unis. D'ailleurs, toutes les deux, vous avez été formées aux États-Unis. On aura l'occasion de découvrir vos parcours dans quelques instants. Les téléspectatrices ne vous connaissent pas. Donc pour vous présenter, on a choisi de scroller vos Instagram et ça donne ça. Après un début de carrière dans de grands groupes comme L'Oréal et PwC, Sophie a choisi l'entrepreneuriat en 2000, incubateur, start-up, freelance en conseil, en marketing et business développement pour des start-up et des PME. Depuis 2008, Sophie est spécialisée en coaching individuel d'entrepreneurs. Elle a développé sa propre méthodologie, RSM, Rapid Success Method, qui permet d'atteindre les objectifs souhaités en un temps record. Son coaching permet à ses clients porteurs de projets et dirigeants non seulement de surmonter des difficultés, mais également d'être alignés avec leur objectif business pour réussir mieux et plus vite. Sophie intervient majoritairement auprès de start-up à impact d'entreprises fondées ou cofondées par des femmes. Tout a été dit, Sophie? Tout a été dit, parfait. Merci Quel Linda. Quel parcours de vie finalement? Exactement, je suis ravie dans l'entrepreneuriat depuis 20 ans. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, une belle énergie. On passe à Jenny Chamas. Alors Jenny Chamas est master coach, certifiée par The Life Coach School, diplômée de Sciences Po et de l'Institut français de la mode et maman de 2 enfants. Après 10 ans de carrière dans le management à l'international, Jenny est aujourd'hui à la tête de son entreprise de coaching de vie. Depuis plusieurs années, elle s'épanouit pleinement en évoluant dans sa zone de génie, l'accompagnement des femmes leaders. Elle est également la créatrice du podcast Femmes ambitieuses, le premier podcast sur le leadership au féminin. Beaucoup de choses à apprendre décidément sur le leadership alors à vos côtés. J'espère, en tout cas, apporter un peu de lumière là-dedans. Eh bien, on passe tout de suite au libre-échange justement. On rentre dans le vif du sujet. Je vais commencer par une question très simple à toutes les deux. Quelle est votre définition finalement du leadership à toutes les deux? Pour moi, le leadership, c'est vraiment notre capacité à exploiter notre potentiel au maximum, à être une meilleure version de nous-mêmes au fur et à mesure de la vie, de l'évolution. C'est aussi d'aider en fait les autres ou d'inspirer les autres à faire de même et de mettre ce potentiel au service de notre vie personnelle, professionnelle et de la société. En fait, pour moi, je crois beaucoup à ce qu'Einstein a dit, comme quoi on ne peut pas résoudre un problème qu'on a créé en restant la même personne. Comme quoi il faut évoluer, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que société, pour résoudre les problèmes. Et donc c'est ça pour moi le leadership. Jenny, assez d'accord, alignée? Oui, d'accord. J'ajouterais qu'il y a vraiment un côté... avoir une vision, avoir des idées et avoir envie d'emmener les gens avec soi vers ces idées. Je crois que Sophie parle d'inspirer les autres. Je pense que c'est très important. Et puis, pour avoir du leadership, enfin pour l'idée, pour emmener les gens, il faut aussi savoir convaincre, avoir de l'influence, savoir décider. Et je pense aussi avoir une force de travail. Alors, la vraie question à se poser, est-ce que le leadership est finalement inné? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut cultiver si on estime qu'on n'a pas suffisamment de leadership? Comment vous vous positionnez là-dessus? Alors, je pense que tout le monde ne peut pas être leader parce que tout le monde ne veut pas être leader. C'est vrai. Je pense que le leadership s'apprend, se développe. C'est chercher la prochaine version de soi-même. Et donc, il y a des techniques, on l'apprend. C'est surtout quelque chose lié à l'état d'esprit, je pense, à la posture. Et puis après, il y a des gens qui, naturellement, ont cette tendance à emmener les autres. Et donc, ils auront plus de facilité à devenir des leaders.
Sophie, j'imagine que vous avez aussi rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Complètement. Certains étaient peut-être des leaders nés. Effectivement, plus leaders que d'autres. Moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Jenny disait, effectivement, pour moi, c'est aussi quelque chose qui se cultive, souvent aussi dans l'environnement familial. On rencontre des jeunes leaders liés à l'éducation. Pour ma part, par exemple, j'ai fait beaucoup d'équitation étant jeune. Et il y a un adage dans l'équitation qui dit qu'il n'y a pas de mauvais chevaux, il n'y a que des mauvais cavaliers. Et du coup, moi, j'ai été baignée dans cet état d'esprit que si les choses ne fonctionnent pas, c'est pas de la faute du cheval, c'est pas de la faute du parcours, c'est pas de la faute de la météo, c'est vraiment de la faute du cavalier. Et du coup, en s'améliorant, en changeant les choses, forcément, les choses changent. Je pense qu'aussi, au-delà des techniques, l'entrepreneuriat est un outil de développement du leadership en soi. Il y a aussi des choses comme la maladie qui forcent aussi à puiser dans des ressources insoupçonnées. Donc, il n'y a pas que des techniques, la vie aussi est un maître en la matière. Votre point commun à toutes les deux, c'est que vous avez toutes les deux été coachées aux États-Unis. On oppose souvent les États-Unis à la France, culturellement parlant. Est-ce qu'on a la même définition du leadership aux États-Unis qu'en France ? Moi, je pense que c'est la même. Moi, ce que je trouve simplement, après c'est mon point de vue, c'est mon expérience, c'est qu'effectivement aux États-Unis, il y a plus une culture de l'échec, il y a plus une culture du risque. Et notamment, par exemple, dans des questionnaires sur l'entrepreneuriat, on vous demande si votre famille, vos ancêtres ont immigré dans un autre pays, et ça fait partie effectivement de votre culture ou pas. Et je pense que du coup, le leadership aux États-Unis est plus... je sais pas, respecté. Je trouve qu'en France, il est un tout petit peu mis de côté. Et je trouve qu'en France, il est un peu plus politique aussi, politisé. Il y a plus une histoire de manipulation, plus que d'influence. C'est mal vu, c'est mal perçu, moins bien perçu. Vous confirmez peut-être ou non ? En fait, moi, la différence que je distingue, et je suis très d'accord avec ce que Sophie disait au début, c'est qu'en fait, les jeunes Américains à l'école, ils apprennent déjà à exprimer leur leadership. Ça fait partie de ce qu'on attend d'eux. La façon qu'on a de s'exprimer, de prendre la parole en public, par exemple, on fait des spectacles très tôt. La façon qu'on a de créer des nouvelles choses, on apporte des choses qu'on crée. Ça aussi, ça participe du leadership. Et nous, on n'apprend pas ça à l'école en France. C'est vrai. Donc, je pense que la différence, elle est là. Après, le leadership en soi n'est pas différent. Simplement, on ne l'apprend pas au même stade de la vie. Et vous avez lancé une série de podcasts autour du leadership au féminin. Pourquoi ce pari 100% féminin ? Alors, par conviction purement personnelle, qui était de dire un constat, il y a 17,5% de femmes en France au sein des COMEX et des CODIR. Quand on regarde les fonds qui sont levés par les entrepreneurs femmes, alors, ils représentent 2,3% des fonds levés. Et donc, ma réflexion, c'était de me dire, je connais des outils qui sont absolument fabuleux pour développer son leadership, avoir de l'impact, se sentir bien dans ses fonctions. Et je pense que pour œuvrer à une société plus égalitaire, je vais en faire bénéficier principalement les femmes. Évidemment, les hommes qui écoutent le podcast en bénéficient tout autant. En profiteront aussi. Voilà. Alors, dans leadership, il y a nécessairement le mot leader. Quelles sont, selon vous, les qualités d'un leader aujourd'hui, avec tout ce que ça implique d'être entrepreneur aujourd'hui en France, avec par exemple la crise sanitaire qu'on traverse, entre autres? Moi, je rejoins ce que Jenny disait tout à l'heure. Un leader, il a une vision. Et notamment quand on traverse des crises comme on l'a vécu en 2020, c'est bien d'avoir une vision, de se dire que les choses peuvent s'améliorer, que l'après, le monde d'après peut être mieux, meilleur, apporter davantage de créativité. C'est vrai que l'être humain, généralement, c'est souvent quand il y a des crises qu'il se révèle. C'est comme ça qu'on sait de quel bois on est chauffé. Du coup, moi, c'est vraiment cette notion de vision. Moi, j'aime bien aussi cette notion de montrer l'exemple, lead by example. J'aime pas les gens qui disent fais ci, fais ça, et les personnes qui font exactement l'inverse. Et ce que je note aussi, c'est qu'on parlait d'inspirer les autres. C'est cette capacité à fournir du feedback positif. Moi, j'ai une loi en fait de 90-10. C'est ce que j'inculque en fait chez mes clients. 90% du feedback doit être positif, ce que la personne a bien fait, et 10% sur la zone d'amélioration.
La résilience aussi peut-être. Je ne sais pas quelles seraient vous les qualités d'un bon leader aussi. Je pense que la résilience en fait partie. Moi, il y a pas mal de mots qui me viennent à l'esprit. Déjà, la créativité, la capacité à décider, parce que ce n'est pas toujours facile de décider et qu'un leader, il se démarque par cette capacité-là. Le fait d'être un bon communicant, aussi de savoir écouter les autres et saisir tous les messages qui passent pour pouvoir en faire une analyse et puis avancer. Et je pense qu'il y a aussi l'action. Un leader, il doit être capable d'être en action. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juste décider, ensuite il faut mettre en action. A priori, ce sont des qualités qu'un homme peut avoir, mais aussi une femme. Est-ce qu'il existe un leadership au masculin, un leadership au féminin ? Est-ce qu'on peut scinder les deux ou est-ce que finalement c'est a priori tout ça ? Spontanément, je dirais que, moi je ne vois pas de leadership au masculin et de leadership au féminin. Je pense qu'il y a autant de styles de leadership qu'il y a de leaders. Après, on retrouvera peut-être certaines qualités principalement chez les hommes ou principalement chez les femmes, mais c'est simplement le résultat de biais socioculturels et d'une socialisation. Donc je ne dirais pas que c'est lié à un genre en particulier. On parle de l'empathie, par exemple. Souvent, on montre les femmes, on les pointe du doigt en disant qu'elles sont un peu trop empathiques pour avoir tel poste à responsabilité ou tel engagement auprès de services RH. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que les femmes seraient trop empathiques pour avoir, par exemple, certaines responsabilités ? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pas forcément. Pas du tout. Surtout dans les périodes comme celle qu'on vient de vivre, pour plein d'experts et dont je fais partie. Je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais le care, c'est vraiment le nouvel avantage concurrentiel. On l'a vu pendant la crise du Covid, les équipes qui n'étaient pas du tout entendues, pas du tout écoutées, où il n'y avait pas les conversations en fait, pour savoir comment les gens allaient, et en interne dans l'entreprise, mais aussi vis-à-vis des clients. Et c'est pour ça qu'il y a une étude qui est sortie très récemment qui dit que finalement, les dirigeantes femmes se sont beaucoup mieux sorties pendant la crise que les hommes. Et je dirais aussi, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que cette capacité justement de comprendre le besoin des autres, c'est fondamental quand on est entrepreneur. Donc c'est finalement une qualité. C'est une vraie qualité. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête justement de dire aux femmes qu'il y a des trucs qui clochent chez elles. Je pense que c'est ça qui finit par être renforcé dans l'esprit, qui finit par devenir un frein alors qu'il n'était pas à l'origine. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manquait beaucoup, c'est plutôt des modèles féminins. Et qu'aujourd'hui, heureusement, on en a de plus en plus et dans plein de domaines. Juste un petit exemple, parce que j'ai entendu la conférence hier pour le Super Bowl, la grand-messe justement du football américain qui est très masculin. Les deux équipes qui s'affrontaient sont deux équipes qui sont dirigées par des femmes. Ils ont aussi, un peu comme nous, une patrouille de France qui passe au-dessus du stade. Donc là, c'est une patrouille américaine. Le commandant de la patrouille était une femme. Et juste un dernier exemple, j'ai discuté avec EDF il n'y a pas très longtemps, ils ont un incubateur et ils étaient extrêmement surpris que sur des sujets comme le nucléaire, ils ont choisi 2 entreprises qui sont dirigées par des femmes. Et du coup, il y a une étude qui est sortie aussi il n'y a pas très longtemps qui dit que si elles le veulent, si elles le souhaitent, les femmes peuvent dicter le 21e siècle. Vous voulez compléter, Jenny, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Sophie. J'ajouterais qu'en fait, souvent, on confond l'empathie et le fait de ne pas oser. Donc l'empathie, c'est comprendre les émotions qui se jouent. Et ne pas oser, c'est par exemple ne pas oser donner de feedback, ne pas oser prendre des décisions qui sont nécessaires pour un leader. Et les deux ne s'opposent pas. On peut tout à fait comprendre ce qui se joue et accompagner les gens de son équipe et en même temps être un bon leader, donner des feedbacks et décider et avancer. Dernière question. Alors, on sait qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus plébiscité. Si, par exemple, on est PDG d'une grande entreprise, c'est vrai que le leadership ne se voit pas sur un visage. Alors, on peut parler de charisme, globalement. Comment ça peut s'identifier? Comment on peut repérer finalement le leadership dans un candidat quand on veut recruter un chef de secteur, quelqu'un qui va vraiment fédérer toute une équipe? Je pense que
on le repère forcément, c'est-à-dire qu'il y a quand même des signes. Un aura. Même si ça s'apprend, si on cherche un leader maintenant, il faut quelqu'un qui ait envie de s'exprimer et déjà qui manifeste cette envie. Et c'est ce que je disais plus tôt, tout le monde n'a pas envie d'être un leader. C'est aussi porter ces responsabilités-là. C'est vrai. Donc quand on recrute, la personne qui veut l'être, elle le dit en général. Je pense qu'il y a aussi cette notion, je discutais avec Fanny Pescioda il y a quelques années, qui a créé My Little Paris, et qui expliquait qu'elle préférait justement recruter des gens qui étaient leaders dans ce sens où ils avaient un premier parcours et finalement ils avaient décidé de faire complètement autre chose. Et elle trouvait que du coup c'était mieux de travailler avec des passionnés. Un exemple peut-être farfelu, mais quelqu'un qui était jardinier et qui s'est passionné pour le marketing digital. Elle préférait leur donner cette chance-là que peu d'entreprises leur donnent, parce que dans les autres entreprises, on cherche le même CV, profil, la même carrière, la personne qui a fait exactement la même chose avant. Et pour elle, c'était vraiment un de ses facteurs clés de succès, parce que du coup, elle embauchait des leaders, des gens qui étaient capables de prendre des initiatives et qui étaient passionnés par un sujet, même si ce n'était pas le premier sujet qu'ils avaient choisi à la base. Très pertinent comme réflexion en tous les cas. Merci l'une et l'autre pour vos interventions respectives. Merci. On passe tout de suite à la Minute Réseau. Aurélie Thévenet, la fondatrice de l'Inesti, une application de communication entre les structures d'accueil, EHPAD, MAS, IME, les résidents et les familles. Tout est parti d'une question simple, comment connaître les actualités, les dernières nouveautés ou les prochaines activités des établissements qui accueillent des personnes dépendantes. L'ambition d'Aurélie est de rapprocher les familles, donc les résidents et la structure d'accueil. Aurélie Thévenet a été accompagnée 3 ans et encore aujourd'hui dans la pépinière Les Premières Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, elle a pu être aidée au moment du démarrage et la première année de lancement. L'Inesti aujourd'hui, c'est plus de 40 établissements qui peuvent partager photos, infos, événements, gazettes, etc. aux familles et aux résidents. Alors, on a vu le parcours d'Aurélie Thévenet. Est-ce que, selon vous, il faut communiquer sur le fait d'être une femme entrepreneur aujourd'hui? Parce que l'émission s'appelle Businesswoman, la thématique, c'est l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que c'est un objet de communication? Je ne suis pas certaine que ce soit absolument nécessaire de le communiquer. Je vois plutôt la nécessité, quand on est femme entrepreneur, d'aider les autres femmes autour de soi à avoir cette même possibilité et en soi être un exemple en le vivant au quotidien. Alors, vos podcasts sont très plébiscités, vous savez de quoi vous parlez. Quelles sont vos ambitions, on va dire vos perspectives d'avenir à vous personnellement, Jenny? Écoutez, moi je coach les dirigeantes et les perspectives d'avenir, c'est d'en accompagner de plus en plus pour que les chiffres que je vous donnais au début, 17,5% de femmes dans les COMEX, arrivent à la parité. Le but, c'est ça. Le but, c'est plus d'entrepreneurs bien dans leur basket et qui osent voir grand, là où parfois elles se limitent. Sophie, vous coachez des leaders, on l'a vu. Comment finalement aujourd'hui vous appréhendez l'avenir pour vous, mais aussi pour eux, en termes de business post-Covid, bien sûr? Pour moi, l'avenir, alors évidemment, on a une pensée pour les entrepreneurs qui souffrent encore aujourd'hui. Je pense aux restaurateurs, aux patrons de salles de gym qui sont encore fermés. Mais sinon, on voit bien une ébullition qui a vraiment commencé en début d'année. On a l'impression que les entrepreneurs se sont adaptés après passer le choc et que justement, la marche avant a été enclenchée. Comme toute crise, ça apporte son lot d'opportunités. Effectivement, il faut se réinventer ou définir sa vision. Mais je trouve qu'il y a vraiment une belle énergie qui se profile. Et puis, on le voit en économie, en fait. Après l'hiver vient le printemps. Contrairement aux saisons, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver, mais on sait que ça va arriver. On sait qu'il y aura aussi un hiver prochain. Mais en tout cas, je pense que les perspectives, et on le voit bien chez les entrepreneurs, l'enthousiasme est vraiment là et est revenu. Merci l'une et l'autre de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Businesswoman. Entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube.